Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. On a énormément de questions à vous poser. Les chefs d'entreprise, les salariés ont plein de doutes et plein d'interrogations. On va essayer d'être très concret ce matin. Je sais que comme nous, vous avancez en marchant et que ce qui nous arrive est complètement inédit, qu'on invente des règles et donc il faut du temps pour les expliquer. Donc on a besoin de vous, Noël Pénicaud, ce matin. J'ai une question très simple à vous poser. Qui doit travailler? Tout le monde. Alors, qui doit aller travailler? Évidemment, tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui sont au front du soin, au front de s'occuper des personnes malades ou des personnes vulnérables. Mais dans le secteur économique, on a besoin aussi d'une chaîne. C'est une autre forme de solidarité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de secteurs qui sont interdépendants. Je vais vous donner un exemple. Si vous fabriquez des médicaments, il faut des laboratoires, des usines de fabrication, il faut des usines de conditionnement, il faut des cartons, il faut des emballages, il faut des transports routiers, du transport frigorifique, il faut des chauffeurs routiers, il faut des aires d'autoroute nettoyées pour qu'ils puissent travailler. Quand vous êtes dans l'agroalimentaire, on dit souvent de la fourche ou la fourchette, de la vache, pas que de lait. Eh bien c'est pareil, il faut l'agriculture, il faut l'agroalimentaire, il faut le transport, il faut la logistique, il faut la distribution, il faut les magasins, il faut les hôtesses de caisse. Donc en fait, on n'a pas besoin que tout le monde travaille, mais il y a très peu de secteurs où on peut se passer pour soutenir nos hôpitaux, ou pour soutenir la vie quotidienne des Français, on peut se passer complètement de l'activité. Je ne parle pas évidemment de l'électricité qui est vitale dans notre vie quotidienne, à commencer par les hôpitaux, mais dans la vie quotidienne des Français, dans l'énergie, l'eau, il va falloir aussi ramasser les poubelles. Donc en fait, il y a beaucoup de métiers qui sont concernés. Alors il faut travailler autrement. On ne travaille plus de la même façon. On va travailler quand même en mode ralenti et dégradé dans beaucoup de secteurs. Il faut accepter qu'il y ait moins de profitabilité, moins de rentabilité ou de productivité. Le plus important, c'est 1. Éviter les défaillances d'entreprise, 2. Protéger l'emploi, et 3. Protéger les salariés qui travaillent pour les autres, parce que c'est aussi des citoyens qui vont se lever le matin pour aller travailler, pour produire des produits et des biens de première nécessité pour les Français. Alors justement, Noël Pénicaud, une question. Ces salariés qui vont travailler, il faut évidemment les protéger. Mais hier, il y a eu des réunions à Bercy où les chefs d'entreprise veulent se prémunir pénalement vis-à-vis de ces salariés pour qu'ils ne se retournent pas contre leur direction si par exemple ils contractaient le virus au travail. Les chefs d'entreprise vous demandent une garantie législative à l'image de la protection qui existe pour les maires en cas de litige. Allez-vous donner aux chefs d'entreprise et aux salariés qui font l'effort de travailler pour assurer les services de base dont vous nous parliez, est-ce que vous allez leur accorder cette garantie législative? Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'on a tous les 2 jours, au ministère du Travail, une réunion téléphonique avec l'ensemble des partenaires sociaux, patronat et syndicats. Et évidemment, depuis quelques jours, ce sujet est très haut dans la liste avec la prévention des licenciements. C'est vraiment la protection des salariés qui travaillent qui est notre priorité. Moi, je rappelle le droit. Il n'y a pas besoin de transformer le droit. Aujourd'hui, le Code du travail dit qu'un employeur est responsable de la santé, de la sécurité de ses salariés. Ça ne veut pas dire qu'il ne tombe pas malade. Ça veut dire qu'il a une obligation de moyens d'avoir pris toutes les précautions. Ça veut dire quoi, les précautions dans le contexte du coronavirus? Ça veut dire que les salariés qui vont aller travailler, bien sûr, il faut les règles de protection habituelles, selon les métiers, mais il y a des règles en plus. Et notamment, il faut absolument garantir la distanciation de plus d'1 mètre, le lavage des mains régulier au savon ou au gel, et nettoyer les surfaces de travail si elles sont partagées. C'est ça, les responsabilités que les employeurs doivent mettre en place. Alors pour ça, il y a 2 moyens pour les aider. Le premier, c'est évidemment, c'est par le dialogue social que ça va passer. Parce qu'il faut réorganiser les chaînes de travail. Si vous avez des chaînes de travail ou des transports avec vos salariés où les salariés sont trop serrés, il faut modifier l'organisation du travail. Si ils sont trop nombreux au même moment, il vaut mieux faire 2 équipes, 3 équipes, plutôt qu'une équipe, pour que moins de gens se croisent dans l'atelier ou sur le chantier. Donc il y a un sujet réorganisation du travail, et il y a un sujet processus, protocole, pour mettre en place ces nouvelles règles et ces nouveaux équipements. Mais on ne pourrait pas leur reprocher s'ils ont eu les moyens, on ne pourra pas leur reprocher. J'ai demandé à toutes... Non, mais ils le savent, je l'ai dit, c'est écrit sur le site du question-réponse du ministère du Travail. Donc ça, c'est un faux débat. Moi, ce que j'attends des employeurs, c'est pas faire ce faux débat qui n'existe pas, puisqu'il est réglé. Je ne parle pas de chef d'entreprise qui ne sait pas forcément. Mais les organisations patronales le savent.
On l'a confirmé, c'est confirmé sur le site du ministère du Travail. En revanche, ce que j'attends, c'est que d'urgence, ils agissent. Moi, je ne peux pas accepter que des gens aillent travailler sans qu'on ait pris des mesures de protection alors qu'on peut le faire. Aujourd'hui, je demande à toutes les entreprises qui ne l'ont pas encore fait, beaucoup l'ont fait, de réunir d'urgence, de façon exceptionnelle. La nouvelle loi leur permet de le faire par téléphone dans la journée, leur comité social et économique, de discuter ces sujets d'organisation du travail, de protection des salariés. Et puis de s'appuyer sur ce que font les secteurs professionnels. Moi, j'ai demandé à tous les secteurs, et avec l'aide d'une task force dans mes équipes, de mettre au point, par type de métier, qu'est-ce que ça veut dire appliquer les règles de distanciation, de lavage des mains. La grande distribution a fait un beau travail en mettant en place, mais ce n'est pas encore dans toutes les enseignes, il faut que ça soit dans toutes les enseignes, par exemple pour les hôtesses de caisse, un plexiglas. C'est largement aussi efficace qu'autre chose, c'est très efficace, ça protège. Et évidemment des pauses plus souvent pour pouvoir se laver les mains. La météorologie publie dans les heures qui viennent aussi des protocoles, des consignes sur comment on fait dans la métallurgie. Le bâtiment, on a convenu qu'ils allaient le faire, j'attends leurs propositions pour qu'on puisse les valider et que ça sécurise les chefs d'entreprise comme les salariés, car tout le monde a besoin d'être sécurisé. Donc c'est ce travail-là qu'on veut faire, métier par métier, branche par branche, là dans les heures et jours qui viennent, pour que tous ceux qui aillent travailler soient protégés. Moi je suis ministre du Travail, je veux protéger l'emploi, protéger les salariés. Il faut continuer une activité économique indispensable au pays, qui traverse un peu tous les secteurs, mais pour ça, il faut le faire avec la protection. On peut le faire. On voit qu'en Allemagne, par exemple, le taux de continuité de l'activité économique est bien plus élevé qu'en France. On travaille plus là en ce moment en Allemagne qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mesures de prévention, de santé, de protection qui ont été mises en place plus vite. Alors Muriel Pénicaud, une autre question. Je vous demandais tout à l'heure qui doit aller travailler. Je vais vous poser la question inverse. Qui a le droit de ne pas aller travailler ? Et si je vous pose cette question, évidemment, c'est parce que la question du chômage partiel et de l'indemnisation par l'État, il y a encore du flou. Les règles ne sont pas claires. J'ai sous les yeux, par exemple, cette note d'un de vos services, la Directe, dans une région que je ne nommerai pas, qui rappelle aux chefs d'entreprise, trop d'entreprises ferment parce qu'elles croient être obligées de le faire. Seuls les établissements qui accueillent du public doivent fermer. Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui ferment alors qu'elles ne le devraient pas n'auront pas le droit au chômage partiel ? Alors d'abord, avant ça, qui doit ne pas aller travailler ? Évidemment les personnes malades, les personnes qui sont confinées avec elles parce qu'elles étaient en grande proximité. Ils ne doivent pas aller travailler ceux qui sont vulnérables, fragiles, qui ont des pathologies chroniques qui peuvent être amplifiées par le coronavirus, et ça, tout ça a été publié. Ont le droit de ne pas aller travailler, un parent sur deux, ils peuvent alterner, dont l'enfant n'a plus d'école, il y a moins de 16 ans, et donc ils ont le droit d'être en arrêt maladie, financés à 90% de leur salaire, comme pour les autres arrêts maladie. On vient de le confirmer dans la loi, même s'ils ne sont pas malades. Donc ça, c'est ceux qui ne doivent pas aller travailler. Ensuite, doivent aller travailler, mais sans se déplacer, tous ceux qui peuvent travailler en télétravail. Ce sont 8 millions de personnes sur les 20 millions du secteur privé qui peuvent travailler à distance. Il y a des entreprises qui l'ont organisé immédiatement, c'est en train de se mettre en place chez les autres. Moi, vraiment, ce que je demande, c'est que tous ceux qui peuvent travailler en télétravail, travaillent en télétravail. Et puis après, il y a les autres activités. Alors, j'ai redonné des instructions au direct, qui sont mes services en région, hier, extrêmement précises pour qu'il n'y ait aucune différence d'interprétation. Je le rappelle, je l'ai rappelé à l'Assemblée nationale en proposant les mesures travail et emploi sur la loi d'urgence. On redit tout alors, est-ce que toutes les entreprises seront indemnisées si elles font du chômage partiel ? Alors, tous les secteurs d'activité peuvent recourir au chômage partiel, toutes les tailles d'entreprise. Un artisan qui a un salarié ou un apprenti, ça couvre aussi les apprentis et les CDD et les intérimaires. Une entreprise avec un salarié peu, et à l'autre bout de la chaîne, il y a les grandes entreprises. Je pense par exemple au secteur de l'aviation, évidemment, qui est très pénalisé. Bien sûr. Eh bien, ce sont 30 000 personnes chez Air France qui sont en chômage partiel et plus de 1700 chez EasyJet. Donc, c'est tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise. Ensuite, c'est pas réservé à l'accueil du public, puisqu'il y a des activités qu'on ne peut plus faire. Je vais prendre un exemple. Si une cimenterie s'arrête, l'activité de coulage de dalle ne peut pas avoir lieu. Donc, si votre fournisseur est complètement en rideau, parce qu'il ne peut plus fonctionner, c'est là où il y a un effet poupée russe ou boule de neige dans l'économie, et bien évidemment, l'entreprise qui va être son client ne pourra pas fonctionner parce qu'elle n'a pas les fournitures. Donc, le critère
le public ou pas n'est pas le critère. Il y a eu quelques sujets d'interprétation, ils sont tous réglés maintenant. Et d'ailleurs, tout ça aussi sur le site du ministère, dans un question-réponse qui l'explique. Et donc, peuvent avoir recours au chômage partiel toutes les entreprises qui ne peuvent plus fonctionner. Et par contre, quand des secteurs entiers ou des entreprises disent alors, on ne va même pas regarder si on peut fonctionner, là non, il faut regarder si on peut faire du télétravail, si on peut protéger les salariés, si on a des fournitures, si on a encore des clients, parce qu'il y a une responsabilité collective. Par effet de domino, si tout s'arrête, je peux vous dire que les Français, ils n'auront plus d'alimentation, d'électricité, de transport, d'énergie, et là, ça serait une catastrophe. Donc il faut quand même que chacun prenne ses responsabilités pour faire au mieux, en mode dégradé, en mode ralenti, en protégeant ses salariés, et c'est juste ça que les directs doivent faire, juste leur demander est-ce que vous avez bien regardé toutes les solutions, et évidemment, s'ils ne peuvent pas, eh bien le chômage partiel sera ouvert. Aujourd'hui, on a déjà plus de 37 000 entreprises, souvent des petites, et 700 000 salariés pour lesquels il y a eu une demande de chômage partiel. Donc bien sûr, tous ceux qui en ont besoin l'auront. Mais d'abord, il faut regarder ce qu'on peut faire. Merci pour ces précisions, c'était très clair. J'espère qu'aux services les appliqueront avec autant de discernement. Une dernière question, Muriel Pénicaud. Oui, ils les appliqueront. Bon, quand Donald Trump dit le remède risque d'être pire que le mal, c'est-à-dire que finalement le containment va être plus grave en termes économiques que les résultats apportés en termes sanitaires, ça vous choque ce qu'il dit Donald Trump? C'est pas notre approche. Notre approche, c'est qu'on n'oppose pas la santé et la continuité de la vie économique. Il nous faut un service économique minimum. C'est pas une question de secteur. Comme je l'ai dit, c'est tellement interdépendant les secteurs qu'on va faire des catastrophes si on raisonne comme ça. D'ailleurs, les Italiens qui ont publié il y a 2 jours un décret par secteur sont en train déjà de revoir le sujet. Ils en ont rajouté plein hier, parce que tout le monde est dépendant de quelqu'un d'autre. Donc, mais dans chaque entreprise, il y a des choses qu'on peut ralentir, des choses qu'on peut différer, mais par contre sans compromis sur la protection des salariés. Pour moi, on ne choisit pas entre protéger et travailler. Toute la responsabilité des employeurs dans leur dialogue social et des pouvoirs publics, c'est justement de combiner se travailler et se protéger. Alors oui, la crise sanitaire crée aussi une crise économique, et nous, ce que nous voulons éviter, c'est qu'elle se transforme en crise économique trop longue, trop brutale, et donc avec des conséquences sociales trop fortes. Le chômage partiel, là, on l'a ouvert comme jamais, avec je ne vais pas rentrer dans le détail de la rémunération et du remboursement, mais comme on n'a jamais fait, c'est le système maintenant le plus protecteur d'Europe, pour éviter les vagues de licenciement. Mais nous, on n'oppose pas les deux. On pense qu'il peut y avoir une solidarité de la nation autour de nos soignants, autour de tous ceux qui accompagnent les personnes fragiles, et que derrière, la base arrière, comme on dit dans le langage de guerre, c'est nous tous. On peut tous faire quelque chose à titre individuel. Il y a beaucoup de solidarité qui se mettent en place. Des entreprises, il y a des solidarités qui se mettent en place. Et puis pour ceux qui vont travailler, parce que leur rôle est essentiel pour les autres, bien, il faut aussi leur tirer un coup de chapeau, parce qu'eux aussi, ils sont dans cette solidarité et on n'oppose pas la santé et l'économie. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Pardon. Mais ça sera demain. Ok, très bien. Demain, il y aura évidemment 24 textes qui vont être présentés en Conseil des ministres pour parler des problèmes particuliers de chaque secteur économique, on est d'accord. Merci Muriel Pénicaud d'avoir été notre invité dans Good Morning Business. Il est déjà 8h33, désolé, le journal de l'économie avec Laurent Mimouni.